tout de suite, on va commencer cette journée riche en insights et en retour d'expérience avec une opening keynote d'Emmanuel Vivier, notre cofondateur. Elle arrive tout de suite. Marketing et productivité, comment l'IA générative va changer la donne. Merci Agnès. Bonjour à toutes et à tous, ravi d'être avec vous. Effectivement, ça fait plaisir de voir autant de gens en vrai, en réel. Même si on va parler de digital, d'intelligence artificielle, vous allez voir que tout ça, ça va avoir un impact bien concret et réel. Et effectivement, vous allez voir que au RH, au management ou à la transfo, vous allez être vraiment très sollicité par tout ce qui va se passer dans les 12 à 24 mois qui arrivent. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je suis Emmanuel Vivier, je suis cofondateur du Hub Institute. Alors évidemment, vous avez tous entendu parler de ChatGPT. Pour beaucoup, vous l'avez tous testé. Plus ou moins bien, parce qu'on a tendance à l'utiliser comme un moteur de recherche. En fait, c'est pas vraiment comme ça qu'il faut l'utiliser. Il faut l'utiliser comme un stagiaire ou un jeune consultant qu'il faut briefer. Donc, si vous lui donnez pas le contexte, donc si par exemple vous dites, je sais pas, aide-moi sur l'évolution des compétences, il va vous donner une réponse bof. Si vous dites, je suis au RH, dans telle entreprise, dans tel secteur, j'ai une problématique sur le marché français, plutôt, je sais pas, à Paris ou en région, est-ce que tu pourrais me dire quelles seraient les compétences qui risquent d'évoluer les 5 prochaines années? Vous allez avoir une réponse beaucoup plus précise. Et en plus, il ne faut pas hésiter à le rechallenger. C'est-à-dire, c'est une conversation, c'est un agent conversationnel, c'est pas juste un moteur de recherche où je pose une question, j'ai une réponse. Donc des fois, pour dire, est-ce que tu peux me préciser? Est-ce que sur ta première idée, tu peux détailler? Ou j'ai besoin de savoir ceci, de quelles informations as-tu besoin pour pouvoir me répondre? Depuis, on a Bard qui est arrivé chez Google. Alors, est-ce que vous l'avez testé, Bard? Eh bien, pour une bonne et simple raison, c'est qu'ils l'ont lancé dans 180 pays, sauf l'Union européenne, à cause du RGPD. Donc, j'étais au Maroc la semaine dernière, ça marchait très bien. Ici, il faut un VPN, mais vous pouvez les tester. Donc, décidément, Google, ils sont un peu à la ramasse. Ça change un peu, qui étaient toujours les cools par rapport à Microsoft. Pour une fois, là, c'est Microsoft, puisque OpenAI n'est pas de l'open source et appartient à 51% à Microsoft. Alors, ils ont quand même fait un lancement un peu cata, puisque la première keynote qu'ils ont fait il y a 4 mois, elle a été tellement mauvaise, alors que ChatGPT était déjà lancé, qu'on ne pouvait pas tester leur outil, qu'ils ont perdu 128 milliards de valorisation en bourse. Je pense que c'est la keynote la pire de l'histoire en termes de ROI. Là, ils sont revenus avec quand même beaucoup de nouvelles annonces. Bard marche quand même très très bien. Et l'intérêt qu'il a, c'est que lui, il n'est pas limité. En fait, ChatGPT avait été entraîné en 2021, donc tout ce qui est après 2021, il ne sait pas qu'il y a la guerre en Ukraine, il ne sait pas que vous ne pouvez pas lui demander les news. Bard, il va mélanger cette IA générative avec le moteur de recherche, donc là, on peut vraiment lui demander c'est quoi les 10 dernières actus sur le Future of Work qui était intéressant de la semaine dernière, et il vous rédige ça instantanément, donc on gagne quand même pas mal de temps. Donc là, c'est un exemple d'IA générative, mais on va voir que c'est beaucoup plus large que ça, l'IA générative, et on va essayer de comprendre comment ça marche. D'abord, il y a plein d'autres acteurs, je vous en ai mis que quelques-uns, mais il y en a plutôt 30, 40, 50 en ce moment, et si on prend les apps, beaucoup plus. Donc OpenAI, qui est une fondation à l'origine, qui est devenue une boîte capitaliste depuis, à 51% possédée par Microsoft. À l'époque, il y avait Elon Musk à bord, depuis il est parti fâché, et il est en train de lancer la concurrence avec X.AI, et OpenAI, en fait, ils ont plusieurs outils. Quand on parle d'IA générative, on a des outils qui sont spécialisés sur le texte, sur le code, sur l'image. Ils font pas chacun tout. Donc, chez OpenAI, on a ChatGPT qui est un chatbot, qui est plutôt du texte. On a DALL-E qui est plutôt de l'image. On a Codex qui est plutôt du text-to-code, que vous voulez programmer. Et chacun, comme ça, a un peu son range d'outils, chacun spécialisé. Microsoft, du coup, comme ils ont le savoir-faire d'OpenAI et de ChatGPT, en fait, ils vont faire 2 ou 3 choses. Bon, d'abord, ils sont en train de le mettre dans Bing, solver le soldat Bing. Ils étaient quand même pas terribles en termes de moteur recherche par rapport à Google. Ils étaient quasiment inexistants. Donc là, si vous allez dans Bing, il est croisé avec ChatGPT et du coup, c'est génial. Vous avez les deux en un. Et évidemment, ils vont vous proposer, et je pense que vous l'avez tous vu avec ChatGPT, que tout ce que vous saisissez dedans, il y a une possibilité, alors maintenant ils viennent nous dire qu'ils arrêtaient, mais que potentiellement ça soit recraché par l'algorithme à un autre utilisateur, donc c'est quand même un peu problématique en termes de confidentialité. Donc là, Microsoft va vous proposer d'acheter une instance privée de GPT-4 à mettre dans votre intranet qui ne communique pas avec l'extérieur. Et puis, on va le voir, il va y avoir Copilot, c'est-à-dire qu'Office 365, Word, PowerPoint, Excel, Teams, Outlook va
avoir un Smart Agent, va avoir une IA générative intégrée à l'intérieur, et vous allez voir comment ça va changer les choses. Google avec Google Bard est l'équivalent donc ça c'est la partie grand public, et la partie at work, leur équivalent Office, ça sera Duet. Voilà. Après, vous pouvez héberger ou aller utiliser des briques qui sont déjà préconfigurées. Donc là, on a Amazon Bedrock ou IBM Watsonix. En fait, ils ont mis sur étagère des briques d'IA générative, et si vous voulez développer votre propre application, vous n'avez plus qu'à customiser tout ça, mais c'est prêt à l'emploi. Un énorme acteur que vous connaissez certainement pas, qui est Hugging Face, mais en fait c'est toute la communauté open source de l'IA générative qui a été lancée par 2 Français aux États-Unis, je crois un X et un ESSEC, qui cartonnent. Et donc là, en fait, soit il y a des grosses boîtes privées qui ont mis des millions, voire des centaines de millions, voire des milliards, c'est 10 milliards investis par Microsoft, soit en fait il y a toute la communauté open source qui est en train elle-même de développer des modèles, de les partager, de les mettre en ligne, etc. Midjourney, qui est un pure player, mais qui est la meilleure solution text-to-image. Donc là, pour le marketing, c'est révolutionnaire. Vous décrivez une image, ça vous génère instantanément l'image. On va le voir tout à l'heure. Stable Diffusion, un concurrent, et Adobe qui vient de lancer Firefly dans Photoshop. Donc là, en gros, vous allez dans Photoshop, dans une image, vous entourez quelque chose et vous dites, à cet endroit-là, je voudrais, il vous insère automatiquement ce que vous lui avez décrit de manière hyper clean. Donc ça change légèrement le boulot des graphistes et des illustrateurs. Pourquoi on en parle autant? D'abord parce que ChatGPT, c'est un énorme succès en termes d'adoption. En fait, c'est 100 millions d'utilisateurs en 2 mois. Donc autant, je pense qu'on a tous vécu sur la transfo digitale, rassurer les gens, les motiver, les former, les upskiller. Et puis, ça a été quand même un très 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 gros boulot d'accompagnement RH, management, transfo. Là, c'est limite, faut dire aux gens, wow, attention, faut pas tout mettre dans le ChatGPT. Mais en fait, les gens, ils ont vite compris que ça résumait, ça traduisait, ça créait du contenu et que c'était vraiment utile. Alors, ça fait pas tout parfaitement, on va dire, c'est un pré-travail, mais en tout cas, ça pré-processe des tâches et derrière, effectivement, on gagne du temps. Ou si vous avez des stagiaires, vous pouvez leur dire soumets déjà ton document ou fais relire à ChatGPT et envoie-moi le truc après si c'est pas ultra confidentiel. Depuis, c'est bien plus, et effectivement tout le monde s'est rendu compte à quel point potentiellement dans la sphère de l'intelligence artificielle, ces nouveaux modèles d'IA générative avaient un potentiel. Pour faire très simple, en gros, on a un algorithme qui a été entraîné très très cher, qui a pris beaucoup de temps, mais ça on s'en fiche. Nous, on a juste à saisir un texte, un prompt, et ça va nous générer un contenu. Et selon les IA génératives, il y en a qui vont nous générer du texte, ou de l'image, ou du code, ou de la musique, ou de la vidéo, de la 3D, du X, du chatbot, ou de la data. Donc en fait, on peut traiter plein de formats différents, mais chaque IA générative est spécialisée sur un format. Et donc, chez Google, ils ont au moins 6 ou 7 outils différents. Chez Microsoft aussi. Donc, ils ont Google Music LM pour faire de la musique. Ils ont Bard pour faire du coding, etc. Concrètement, qu'est-ce que ça change? C'est la vitesse et la productivité. Donc là, en termes de GPEC et de Strategic Workforce Planning, vous allez vous amuser parce que tout va imploser dans vos boîtes. Mais ça va être méga rock'n'roll. C'est un peu un deuxième Internet qui est en train d'arriver. Là, on est à un moment crucial du business, de l'économie et du travail. En gros, un illustrateur humain, ça va lui prendre 4 jours pour faire ça en 3D. Avec Midjourney, en 2 heures, c'est tout ce que vous avez pu créer. Une image dans Midjourney, c'est 60 secondes. Après, il faut s'y reprendre à 2, 3, 4, 5, 10 fois pour arriver à exactement ce qu'on veut. Mais je ne sais pas si vous voyez, le gain de productivité, il est phénoménal. Demain, vous allez avoir l'équivalent de Midjourney dans Microsoft, donc ça s'appelle designer.microsoft.com. Vous allez juste décrire ce que vous voulez, ça va vous générer une image de gâteau. Là, par exemple, vous voulez illustrer des recettes en médias sociaux. Montre-moi des idées de recettes pour l'automne avec des baies et du pain et de la pâtisserie, et automatiquement, ça vous génère une image en 2D, en 3D, en dessin, en ce que vous voulez, dans le style que vous voulez, instantanément. Si vous ne savez pas dessiner comme moi, c'est assez génial. On a tous fait des press PowerPoint, on en fait tous les jours, j'en fais une en ce moment. C'est long, ça prend du temps et des fois c'est un peu pénible. Eh bien là, en gros, ça va changer. Copilot, je vais vous montrer à quoi ça va ressembler pour vous montrer à quel point il y a un accompagnement qu'il va falloir mener. Donc vous avez votre PowerPoint normal, vous allez ici dans la petite box et vous allez lui dire, écoute, j'ai besoin que tu me crées une présentation sur base d'un document Word que j'avais avant, d'une proposition par exemple que j'avais, donc qui n'a rien à voir, qui était en texte. Voilà, ça peut prendre à peu près 10 secondes et votre présentation elle est prête. Il va y avoir des consultants au chômage. Donc derrière, vous dites ouais c'est pas mal, mais tu m'as oublié, fais-moi un slide sur les coûts-bénéfices des matériaux durables. Bim, voilà, votre slide il est fait. Celui-là, il n'est pas assez graphique, donc tiens, t'es gentil, tu me le refais en plus visuel, et puis avec les notes de speaker, s'il te plaît.
et tu m'ajoutes des animations. Voilà, votre presse elle est prête. Donc, vous voyez un tout petit peu le gain de productivité possible. Bon, c'est la vidéo démo, j'attends quand même de voir le truc tourner, mais a priori, tous les gens qui ont déjà eu accès nous disent que c'est dingo. Et donc, vous avez la même chose pour Teams, pour sa Outlook, donc ça change légèrement les choses. Gartner nous dit d'ici 2028, 50% des employés auront un assistant robotique. Moi, je pense qu'on sera plutôt à 98%, parce que si on part du principe qu'Office 365, tout le monde l'utilise, en tertiaire, en tout cas, a priori, on a tous un Smart Agent qui va nous aider. Alors qu'encore une fois, qui fera pas tout, il faut le briefer, il faut le guider, mais enfin, il fait les choses plus vite que nous et il sait faire les choses. Pour juste vous expliquer de manière un peu plus détaillée, en gros, on a l'intelligence artificielle, dedans on a le machine learning, qui est un des moyens de faire de l'intelligence artificielle, dedans la generative AI, qui elle-même repose sur des large language models, des LLM, vous entendrez ce terme. Bon, en gros, c'est juste... J'avale des tonnes de milliards de données et avec ça, finalement, il devient presque intelligent. En gros, il devient statistiquement intelligent. Et dedans, par exemple, je peux faire des bots conversationnels. Donc ChatGPT en est un. Il repose sur l'algorithme GPT-4, mais l'interface web, c'est ChatGPT. Mais GPT-4, je peux le mettre en API dans mon application web. Il y a plein d'autres modèles, texte-to-image, etc. Et en gros, mon algorithme, il y a une couche de modèle IA, ce qu'on appelle un foundation model. C'est un truc compliqué pour les geeks qui a coûté très très cher. GPT-4, c'est plus de 100 millions de dollars d'entraînement. C'est 2 à 3 mois, des milliers de machines qui ont tourné, donc vous voyez un tout petit peu l'impact écologique, pour avaler des milliards de données. Et une fois que c'est fait, on n'a pas accès au code source, mais on peut appeler ce modèle, qui est mis sur une étagère, avec une API, soit avec le web, avec ChatGPT, gratuit ou 20 dollars par mois, ou soit dans votre application. Il y a des modèles et des applications qui sont spécialisés pour l'analyse du texte, enfin pour créer du texte, du code, de l'image, de la voix, de la vidéo, de la 3D, etc. Donc voilà, il y a une petite bibliothèque à avoir. Et voilà. Derrière, il y a des modèles qui sont privés, d'autres qui sont open source. Donc il y a tout un tas de modèles qui ont été développés. OpenAI n'est pas open source, comme son nom l'indique très mal. Microsoft, Google ont fait des modèles. Et à côté, on a aussi des modèles, des fois de chez Google, en open source. Et on a un modèle intéressant qui s'appelle Big Science Bloom, qui a été entraîné sur le supercalculateur de Jean Zay à Saclay. Et donc là, par exemple, c'est tout un écosystème, en fait, puisque c'est la recherche qui a dit, bah, nous, on vous ouvre notre supercalculateur, vous pouvez l'utiliser gratuitement, enfin, nous, ça nous a coûté 25 millions d'euros avec nos impôts, mais au moins, c'est mis à disposition de tout un tas de startups, de centres de recherche français, et donc, eux, ils ont fait un modèle à 176 milliards de paramètres, qui est l'équivalent de l'ancienne version de ChatGPT, GPT-3.5. Et eux, c'est en open source, tout le code, une fois qu'il a été entraîné, il est mis à disposition de l'écosystème, il est mis à disposition de la communauté. Donc, pour ceux qui ont moins de sous, même si à terme les licences coûteront pas très cher, on peut aussi faire ses propres trucs à sa sauce. Juste pour vous montrer à quel point ça avance vite, GPT-3, 175 milliards de paramètres, GPT-4, 100 trilliards de paramètres. Le plus gros n'est pas forcément le meilleur, parce que si demain je vous dis, ben moi je suis dans la santé, j'ai besoin d'un LLM ultra spécialisé sur la santé, ça se trouve 10 milliards de paramètres que sur la santé, c'est très bien. Là, c'est juste qu'ils vont voulu faire un peu une preuve par l'exemple du truc qui peut tout, parler de tous les sujets, etc. Google est enfin revenu à la charge, donc eux, c'est le nom de l'IA générative, c'est Palm, enfin c'est Palm 2, et ils ont différentes tailles de modèles parce qu'ils se sont dit peut-être que demain certains outils on va les faire tourner sur un smartphone. Donc il ne faut pas que ce soit trop gros, et au moins ça sera de la puissance en local au lieu d'aller turbiner sur les serveurs. Donc là ils ont différentes tailles, eux ils sont capables de gérer 100 langues différentes. Donc, effectivement, il y a un peu une course aux armements de leur côté. Et en même temps, il y a eu un mémo de Google il y a 3 semaines qui disait « We are fucked ». Et OpenAI aussi, parce que nous, on a dépensé des centaines de millions de dollars pour développer nos trucs. Et la communauté open source, en quelques semaines, ils sont en train de nous rattraper à une vitesse dingue. Parce qu'en fait, il y a le reste de l'humanité qui, certes, n'a pas le cache, mais ils sont beaucoup de chercheurs quand même. Donc, en fait, tout le monde compile, publie, récupère le code, l'améliore, le change, etc. Au-dessus de ça, il y a des milliers d'applications. C'est-à-dire que si je veux faire une application de copywriting, je peux utiliser le modèle de ChatGPT, je vais leur payer une licence, je vais développer une appli que pour le copywriting, et puis je vais le vendre plus cher à un client. Donc là, il y a plein de gens qui sont pas forcément en train de fabriquer l'IA initiale, mais de développer des applications au-dessus. Et demain, ils vont venir vous voir pour la finance, pour les RH, pour le marketing, etc. Ouais, je fais une petite sélection, il y en a énormément, donc il y aura beaucoup de benchmarks à faire, et souvent ces applis qui coûtent pas très cher en mode SaaS pour quelques dizaines d'euros. Ça, on en a parlé, comment briefer. Alors, évidemment, on a un problème sur ChatGPT, c'est qu'il n'est pas à jour.
il n'est pas à jour. Et donc, si par exemple, je lui dis, donne-moi les horaires de train SNCF de Paris à Lille demain le matin, il va vous dire, désolé, moi je me suis arrêté en 2021, je ne sais pas. Donc, pour patcher ça, ils sont en train de développer ce qu'on appelle les plugins. Et demain, si vous êtes la SNCF, vous pouvez développer votre plugin, en gros, qui va permettre de donner accès à toute votre base de données d'horaire à ChatGPT. Bénéfice, vous touchez toute l'audience de ChatGPT. Inconvénient, les gens ne viennent plus sur votre site web. Donc Airbnb, par exemple, vous avez commencé à développer le premier plugin, ils ont arrêté en route en disant non, on va mettre ChatGPT dans notre site, mais vous venez sur notre site. Parce qu'on n'a pas envie de vous filer tous nos contenus pour que les gens viennent pas. Bard, c'est la même chose. Donc là, tous les jours, alors Bard, ils ont annoncé, c'est pas encore disponible, et ChatGPT, on est déjà à 128 ou 150 plugins, et il y en a tous les jours qui arrivent. Après, ils vont avoir un problème comme l'App Store pour naviguer dedans, les trouver, les activer, etc. Donc demain, qu'est-ce qui va se passer? On va tous avoir, on va dire, accès à ChatGPT ou Bard, mais on va plutôt déconseiller aux gens d'y aller parce qu'avec le risque de confidentialité, on va plutôt faire son entreprise GPT internalisée. On va avoir dans la bureautique Copilot ou Duet sur tout ce qui est un peu outils Word, Excel, etc. Et après, on aura plein d'applications métiers avec de l'IA génératif, je sais pas, un Legal GPT, un RH GPT, etc. Pour non seulement travailler sur une verticale et l'entraîner avec notre data à nous. Parce que je ne sais pas si on a une base de produits spécifique à nous, si, je ne sais pas, hier j'étais avec des gens de la recherche de L'Oréal, ils pourraient mettre toutes leurs données de R&D à eux avec cet outil-là et demain avoir une sorte de chatbot pour discuter avec leurs données spécifiques à eux, privées, sécurisées, dans leur cloud. Demain sur Teams, c'est la même chose. Donc là, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Je suis parti une semaine en vacances. J'ai pas suivi ce qui se passe, j'ai besoin de me remettre au goût du jour, et bien là je vais lui dire tiens, qu'est-ce qui s'est passé sur le dossier, alors hop, ça va démarrer, Fabricam, et là il me dit attends, pas de problème, je scanne les documents, les emails, tout ce qui s'est passé. Donc voilà le résumé. En gros, Mona elle vous a envoyé un email urgent disant il y a un problème avec ce truc, il y a un lien vers là, il y a 2 décisions qui ont été prises, et voilà le document final qui est prêt à envoyer au client. Donc voilà, bon, il y en a qui ont connu les secrétaires. Là, je pense que même les assistants, ça va écrémer un tout petit peu. Donc, vous voyez, tout ça, ça paraît génial et simple, mais enfin, ça change plein de trucs quand même dans notre façon de travailler, dans notre façon de manager, dans notre façon de partager l'information. Donc, effectivement, et puis entre des boîtes qui l'auront et des boîtes qui l'auront pas, voilà. Donc là, prépare-moi le meeting, donne-moi la synthèse, donne-moi les key points, tout ça, il va être capable de le faire. Ça, c'est un autre exemple d'application que vous branchez pendant votre Teams ou votre Zoom, et en fait, il va carrément vous coacher et analyser votre prise de parole. Donc là, tu parles trop vite, tiens, t'as trop bégayé, et comme moi, t'as trop parlé, donc tais-toi et laisse un petit peu les autres parler. Donc vous voyez le genre de choses qu'on va pouvoir faire demain, analyser le langage, analyser la voix, etc. Mais demain, on aura effectivement des applications pour les juristes ou les avocats, pour le sales, pour le copywriting, pour la description de produits. Un sujet dont on parle un peu moins parce que c'est moins sexy dans les médias que de montrer une jolie image du pape en doudoune ou une vidéo un peu rigolote, c'est le text-to-coding. Donc ça, c'est la fucking révolution. Parce que vous avez tous la galère de recruter des profils IT, ça coûte une blinde. Là, en gros, avec ces outils-là, vous allez gagner entre 10 à 50% du temps de développement et vous allez réduire vos bugs de 25%. Donc la première plateforme qui est sortie, c'est Microsoft GitHub, pas GitHub, désolé, CopilotX. On a Amazon Code Whisperer, on a Google Bard AI, on a StarCoder chez Gingface. Bon bref, on a plein d'applis. En gros, qu'est-ce que ça fait? C'est vous lui dites ce que vous voulez coder, ça vous génère le code. Et vous repassez derrière, vous customisez, ou vous dites je dois transformer du PHP en C++, en 2 secondes, il vous convertit le code. Il vous relit votre code, il vous débug votre code. Donc en fait, il ne code pas tout seul, il y a quelqu'un qui a une intention derrière, mais un développeur assisté par ces outils-là, c'est la révolution. Et honnêtement, pour avoir parlé à 2-3, ils nous disent, mais c'est dingo, comment ça nous fait gagner un temps incroyable. Donc là encore, les boîtes équipées, elles vont être tellement plus productives ou rentables ou rapides que celles qui ne l'ont pas, qu'il y aura une vraie différence pour ceux qui ne sautent pas dessus. Sur le data mining, on a aussi des problèmes pour embaucher des data scientists. Donc là, typiquement, il y a un plugin qui arrive dans ChatGPT dans les prochaines semaines, ce qui s'appelle Code interpréteur, pardon. Et donc là, vous mettez un dataset, un Excel, une base de données, et vous pouvez chatter avec votre base de données en disant tiens, dans ma base de données, qu'est-ce que tu vois comme pattern, qu'est-ce que tu vois comme phénomène, analyse-moi ces données, dis-moi ce que je dois en conclure, représente-moi graphiquement dans un histogramme, un chart, le chiffre d'affaires par point de vente, par rapport au zip code. En fait, vous parlez comme avec un assistant en langage français, et en gros,
à la place d'avoir un Power BI ou un tableau, l'outil est capable de vous le mouliner. Donc tout ça, c'est pour dire que plein de choses qui nécessitaient une expertise technique vont se simplifier, ce qui n'empêchera pas qu'il faut du bon sens, qu'il faut savoir poser des questions, qu'il faut savoir prompter. Mais finalement, là où souvent il y avait une barrière un peu technique de l'outil, elle va disparaître. Ça, c'est Galileo, c'est pour faire de l'UX design. Vous décrivez, tiens, fais-moi une page d'accueil pour une application de promenade de chien, bim, votre maquette, elle est prête. Donc en fait, non seulement elle est prête à être découpée dans Figma, mais demain, elle peut même vous générer le code, voire vous générer l'application. Donc c'est même plus du low-code ou du no-code, ça va aller beaucoup plus vite. Vous voulez faire une description dans un site e-commerce produit, vous avez une app pour ça, donc là typiquement ça n'a pas été rempli. Vous voulez faire un descriptif pour une paire de Nike Air Max 90, bim, ça vous génère automatiquement le descriptif. Et après, vous pouvez lui dire, fais-moi un email marketing, mais dans un ton un peu cordial, parce que vous pouvez lui donner le ton, vous pouvez lui donner, et ça va vous générer le mail à la volée. Donc vous allez être vraiment assisté dans vos applications marketing pour créer votre contenu, pour créer vos visuels, pour créer vos vidéos. J'avance un peu. Texte ou image, ça c'est ce qu'on peut créer avec Midjourney. En gros, on peut créer quasiment n'importe quoi. Vous voulez un concept de magasin, vous voulez des illustrations, vous voulez une photoréaliste d'intérieur, vous voulez une maquette, vous voulez un modèle, vous générez ce que vous voulez dans le style que vous voulez. Vous pouvez préciser le style d'un artiste, vous pouvez dire en peinture flamande à l'huile, si vous voulez, c'est faisable. Il y a un an, les photos étaient dégueulasses. Il y avait plein de problèmes, par exemple de morphologie dans les images, où on se retrouvait avec 12 doigts, avec 42 dents et 2 yeux pas symétriques. En un an, ça a été réglé. Aujourd'hui, je publie des photos sur mon Instagram, vous pouvez regarder sur mon nom. Je vous mets au défi de savoir que ce n'est pas des personnes que j'ai shootées, et pourtant j'ai fait énormément, j'ai fait 10 ans de photos de portrait derrière. Donc il n'y a plus de différence entre ce qui est créé par la machine et ce qui est potentiellement créé par un photographe. La différence, c'est ayant été photographe, je sais beaucoup mieux prompter parce que je sais exactement quel réglage lui dire, quel objectif je veux pour ma photo. Voilà. Undies, dans sa dernière campagne, il y a 3 visuels qui sont censés être shootés sous l'eau, qui ont été faits par l'IA générative. Les clients n'ont rien vu, ils sont fait défoncer par les photographes, les make-up artistes et les modèles qui n'étaient pas très contents de voir leur job potentiellement disparaître. Ça ne leur empêche pas que sur le reste de la campagne, ils ont shooté normalement, mais shooter sous l'eau, c'est compliqué, c'est cher, il faut un plongeur, il faut des flashs étanches, etc. C'est déjà en train d'arriver. Et Undies utilise déjà l'IA générative pour faire de la description produit, pour faire du SEO, pour faire des visuels, etc. Demain, on aura des outils pour des photos de mode, pour des photos de foot, pour des portraits, pour dans le jeu vidéo, pour la 3D, pour l'architecture d'intérieur, pour les visuels produits. C'est déjà en train d'arriver. Vous aurez des outils pour faire vos posts marketing, dans lesquels vous pourrez garder votre logo ou votre asset. Un autre exemple ici, j'ai déjà mon visuel de bouteille de shampoing. Lui, je veux pas qu'il change parce que c'est mon visuel officiel. Je veux le mettre en scène dans un post. Je vais lui dire, OK, je voudrais que cette bouteille de shampoing, elle soit sur un petit lit de mousse au milieu de la forêt ou de la jungle avec un rayon de soleil et puis des petites fleurs. Et voilà, je génère en à peu près 60 secondes. Je vais retrouver ma bouteille de parfum mise en scène dans ce genre de choses. Quand vous connaissez le prix d'un shoot en publicité et le temps que ça prend, vous voyez la légère révolution que ça amène. Ça, c'est Photoroom, c'est une IA générative spécialisée sur les images e-commerce. Que ça soit en TPE ou sur Vinted, vous voulez prendre une photo, vous voulez la détourer, même sur un fond pourri, et va vous sortir votre image, vous la remettre en scène avec la bonne image, la bonne ombre, le bon fond, sur un truc beaucoup plus qualitatif. Pas mal de sites ou de ressources que vous aurez pour mieux prompter, parce que c'est pas évident au tout démarrage. Texte ou audio, vous pouvez créer de la musique, vous pouvez créer une voix, vous pouvez traduire, vous pouvez transcrire, vous pouvez sous-titrer. Tout ça, c'est possible avec ce genre d'outils. Ça, c'est texte ou vidéo. Donc là, vous allez prendre une vidéo normale avec votre smartphone et en quelques secondes, vous allez pouvoir changer un personnage avec un robot, avec un avatar, avec un personnage 3D. Normalement, avant, il aurait fallu faire du fond vert, il aurait fallu faire du motion capture. Et en gros, il fallait appeler George Lucas. Aujourd'hui, vous prenez votre smartphone, votre gamin de 12 ans, il saura faire ça très facilement. Et donc, tout ce qui est création vidéo va aussi être complètement impacté. Voilà. Ça, c'est du texte ou vidéo, parce que nous n'arrêtons pas à l'image. Donc, c'est Runway ML. Donc là, par exemple, vous dites, génère-moi une vidéo de ville, rends-la-moi plus cinématique. J'ai envie d'enlever un objet. Donc, en fait, vous allez pouvoir décrire et créer ce que vous voulez et modifier ce que vous voulez juste en tapant. Donc, il n'y a plus besoin d'avoir Final Cut ou Premiere. Donc là, vous dites, fais-moi un jardin florissant.
et puis dézoome la vidéo, et puis crée-moi une fondue avec les textes Infinite World, et en fait ça vous le génère automatiquement. Aujourd'hui, ça sort du 360 pixels, 6 secondes de longueur, c'est pas ouf, mais il y en a qui ont quand même eu le courage de créer des courts-métrages. Vous allez voir que la qualité de l'image n'est pas encore phénoménale, qu'il y a plein d'erreurs de morphologie, ce qu'on avait sur l'image il y a encore pas longtemps. Mais voilà ce que ça donne. Donc voilà, il y a quelqu'un qui s'est fait une sorte de BO pour le Great Gatsby. Donc là, vous voyez des vers qui flottent un peu dans l'air, etc. Tout ça, il n'y a jamais eu de tournage, il n'y a jamais eu de graphisme. Ils ont juste décrit les scènes en texte et l'IA était capable de générer tous ces plans, toutes ces vidéos à la volée en quelques secondes. Donc on n'est pas encore à un niveau suffisant pour les marques, mais en gros, je dirais d'ici 18 à 24 mois, on y sera. Évidemment, on peut retravailler aussi toute la partie de chatbot. Vous avez vu à quel point ChatGPT est plus smart qu'un chatbot ancienne génération. On va pouvoir faire un ChatGPT pour faire un chatbot d'entreprise. Alors ça pourrait être pour ORH, répondre à toutes les questions des collaborateurs ou aux clients avec nos propres données. Donc ça va changer les choses. Voilà, j'avance un tout petit peu. Et puis, évidemment, c'est pas un monde parfait. Il y a encore plein de limites. De temps en temps, on a ce qu'on appelle des hallucinations de l'IA. Donc des fois, ChatGPT pipote. Il invente un truc crédible, une fausse citation qui a l'air très réelle et très logique, mais en fait, cette citation n'existe pas. Donc il faut quand même faire attention. Tous les résultats ne sont pas parfaits. Il y a des enjeux éthiques. Il y a évidemment un impact sur l'emploi. En général, chaque technologie a quand même plus d'emplois créés au final qu'au démarrage, mais quand même une période de transition un peu pénible, et ceux qui les perdent ne sont pas forcément ceux qui les retrouvent. Donc là, il y a un gros boulot pour vous d'accompagnement et d'anticipation. Un sujet de confidentialité, de régulation, de souveraineté, de droit d'auteur et de copyright. Bref, c'est pas les sujets qui manquent. Aux États-Unis, ils lancent d'abord les choses et ils règlent les problèmes derrière. Nous, on est déjà en train d'essayer de réguler avec l'IA Act avant de lancer réellement les choses. Tout ça pour dire que vous n'allez pas vous ennuyer. Que oui, il y a l'intelligence artificielle, mais il y a beaucoup d'impact humain. Et évidemment, c'est pas des outils tout seuls. On va augmenter tous nos collaborateurs, tous nos managers. Maintenant, il va falloir inventer le monde qui va avec. On va dire légiférer, réguler un tout petit peu les abus possibles, et puis se poser tous la question de qu'est-ce que ça va changer en termes d'organisation dans vos boîtes. Et honnêtement, ça va changer beaucoup de choses. Bonne journée.